Bonjour. Pour les élèves qui étaient absents à cause de la grève des bus avant les vacances et pour les autres, pour tout le monde, je vais donc vous guider, vous aider pour pour le premier devoir type bac explication de texte. Donc, vous aurez à expliquer ce texte de Platon issu d'un dialogue qui s'appelle le Gorgias. Je rappelle que j'attends de vous que vous suiviez scrupuleusement les conseils de méthode et je vous rappelle qu'une explication de texte ne doit surtout pas se contenter de résumer le texte, même intelligemment. Vous devez vraiment vous interroger, réfléchir, vous devez développer et donc tout ce que vous avez compris, toutes les allusions que vous avez compris, les définitions, tout ce que vous avez compris du texte, pourquoi ce texte vous étonne, les réflexions qu'il suscite en vous, ça ne doit pas rester dans votre tête, ça doit être sur le papier. Le professeur a accès à votre copie, il n'a pas accès à ce qui se passe dans votre esprit. Et encore une fois, évidemment, le texte doit vous donner à penser, vous avez le droit de faire des objections, vous avez le droit, et même c'est très conseillé de réfléchir sur le texte, mais la première des choses à faire, c'est de prouver que vous avez compris le texte. Bon, je le lis et très rapidement je vous guide, hein. J'aimerais que vous fassiez ce devoir dans des conditions de réussite, donc je vais pour ce premier devoir vous guider. Première partie. Il m'est arrivé... Alors voilà, c'est un texte de Platon. Vous savez que Platon écrit des dialogues. Et donc, ici, c'est un dialogue qui s'appelle le Gorgias. Et le texte que vous avez à expliquer, c'est une tirade de Gorgias. C'est Gorgias qui parle. Et Gorgias est un sophiste. Vous savez que Platon n'était pas très copain avec les sophistes. Donc le texte, c'est le texte d'un sophiste. Il va falloir essayer de le comprendre, de s'en étonner, peut-être d'être critique, hein, parce qu'un sophiste, vous savez, il va essayer par tous les moyens d'emporter votre adhésion. Mais à travers ce texte d'un sophiste, évidemment, Platon veut nous faire réfléchir. Et il va falloir montrer que vous êtes capable de réfléchir à partir de ce texte. Il m'est arrivé maintes fois, dit Gorgias donc, d'accompagner mon frère ou d'autres médecins chez quelques malades, c'est-à-dire n'importe quel malade, qui refusait une drogue, c'est-à-dire un médicament, ou ne voulait pas se laisser opérer par le fer et le feu. Vous voyez, la médecine de l'époque, c'était pas très soft, hein, ça faisait peur. Et là où les exhortations du médecin restaient vaines, moi, je persuadais le malade par le seul art de la rhétorique. Première partie. Donc, je vous guide. On commence ce texte par un récit d'expérience qui a été vécu. Un grand nombre de fois, nous dit le texte, hein. Maintes fois, ça veut dire un grand nombre de fois, dans des circonstances variées. Hein, en effet, c'était pas auprès d'un seul malade, c'était auprès de tous les malades, ça revenait au même. C'était pas seulement quand Gorgias accompagnait son frère qui était médecin, mais même quand il accompagnait d'autres médecins, il se passait la même chose. Et qu'est-ce qui se passait? Quelle est cette expérience qui se répétait un grand nombre de fois dans des circonstances variées? Eh bien, le médecin, qui pourtant est un homme compétent, qui a un savoir-faire, le médecin n'arrivait pas à se faire entendre, n'arrivait pas à se faire obéir du malade, et Gorgias, qui n'était pas médecin, qui n'avait pas cette connaissance, ce savoir-faire en médecine, Gorgias, par le seul art de la rhétorique, arrivait à se faire obéir du malade. Voilà l'expérience vécue qui va servir de base à l'argumentation du texte. Alors d'abord, il faut essayer de vous étonner de cette situation. Qu'est-ce qu'elle a d'étonnante, cette situation que Gorgias affirme avoir vécu un grand nombre de fois? Il affirme. Peut-être qu'on peut le croire, peut-être qu'on ne peut pas le croire. Pourquoi c'est étonnant? Ce qui est étonnant, c'est que
Le médecin, qui pourtant est compétent, a beau exhorter le malade à faire ce qu'il faut, à prendre ses médicaments, à se faire opérer. L'homme compétent a beau exhorter le malade à se faire soigner, le malade ne l'écoute pas, le malade ne veut pas lui obéir. Et Gorgias, qui n'est pas du tout médecin, qui n'a aucune connaissance en médecine, par le seul art de la rhétorique, c'est-à-dire cet art qui est acquis grâce à un enseignement, cet art qui permet de faire des discours persuasifs, Gorgias arrivait à se faire obéir. Donc, autrement dit, l'homme compétent ne se fait pas obéir et l'homme compétent se fait obéir. Voilà ce qui est étonnant. Pourquoi est-ce que le malade n'écouterait pas le véritable médecin et écouterait un mec qui n'y connaît rien en médecine? Alors, il faut savoir s'étonner de cela. Bon, on peut croire Gorgias. Une fois qu'on s'est étonné quand même de ça, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut comprendre que cette situation, en effet, ait pu se produire. Nous sommes tous des êtres de raison, mais nous sommes tous aussi des êtres sensibles avec une affectivité, une imagination. On est les deux. Et le malade, certes, il est un être de raison, mais sa raison, elle est un petit peu embrouillée. Il y a des obstacles à cette raison parce que le malade, il a peur, il a mal, il va pas bien. Et donc, on peut peut-être comprendre que le malade est tellement mal que sa raison n'est pas disponible et que pour être écouté, obéi du malade, il ne faut pas s'adresser à sa raison qui n'est pas disponible, mais il faut savoir s'adresser à sa sensibilité, à son affectivité. Or, l'orateur, le sophiste, et Gorgias était un sophiste, a appris à le faire. Donc, je vous laisse là. Après, dans votre explication de texte, ça doit bien être développé, cette idée. Vous devez savoir vous étonner, montrer pourquoi vous vous étonnez, montrer pourquoi, bien que ce soit étonnant, la situation est crédible. Vous devez montrer aussi pourquoi est-ce que c'est important pour Gorgias de dire qu'il a vécu cette expérience un grand nombre de fois dans des circonstances variées, hein, parce que ça va servir de base à ces affirmations qui vont venir plus tard. Hein. J'en dis pas plus, quand même. Dans l'explication de texte, il va falloir faire un travail de définition. Vous avez notamment le mot persuader qui correspond à un repère, persuader, convaincre. Et donc ce repère, eh bien, il va falloir prendre le temps de l'expliquer, dire pourquoi le Gorgias persuade et ne convainc pas. Qu'est-ce que pourrait faire le médecin s'il n'a pas appris l'art de la rhétorique mais seulement la médecine? Est-ce qu'il est capable de persuader efficacement? Est-ce qu'il serait capable de convaincre? Est-ce que ce serait efficace? Voilà. Le seul art de la rhétorique, l'art, c'est un savoir-faire acquis par apprentissage. Qui est-ce qui apprenait cet art? À quelle époque? Ce texte, il a été écrit par Platon, donc vous avez des connaissances historiques qui vous permettent de savoir justement qui enseignait cet art de la rhétorique. Qu'est-ce que la rhétorique? Or, Gorgias, je vous le rappelle, est un sophiste, donc là, il y aura pas mal de choses à expliquer. Voilà la première partie. Sur la base de cette collection d'expériences qui ont été vécues un grand nombre de fois, eh bien, Platon, enfin plus précisément Gorgias, puisque c'est Gorgias qui parle dans cette tirade, va faire une affirmation à portée universelle, passer d'une collection de cas particuliers, première partie, à une affirmation universelle, c'est ce qu'on appelle une induction. L'induction, c'est l'opération qui consiste à passer d'une collection d'énoncés particuliers, de cas particuliers, à l'affirmation d'un énoncé universel. Allez voir si l'induction est un procédé infaillible. Et posez-vous la question, est-ce que cette induction-là ne pose pas encore plus de problèmes que la plupart des autres inductions? Je lis qu'un orateur, c'est-à-dire quelqu'un qui possède l'art de la rhétorique, mais qui n'y connaît rien en médecine, et qu'un médecin aillent ensemble dans la ville que tu voudras,
Si une discussion doit s'engager à l'Assemblée du peuple, dans une réunion quelconque pour décider lequel des deux sera élu comme médecin, j'affirme que le médecin n'existera pas et que l'orateur sera préféré si cela lui plaît. Voyez les procédés rhétoriques ici. J'affirme, quand j'ai pas d'arguments véritables qui tiennent vraiment la route, eh bien je prends un ton péremptoire et je dis j'affirme. Et je fais une emphase, je sais plus comment on appelle ça. Je fais une emphase. Le médecin n'existera pas, évidemment qu'il existera. Mais c'est une hyperbole. C'est comme s'il n'existe pas. L'orateur sera préféré si cela lui plaît. Bon, je reprends parce que j'ai un peu cafouillé là. C'est pas grave, on a le droit de cafouiller dans la vie. Donc on est passé dans la première partie donc d'exposés de cas particuliers qui ont été vécus à une affirmation universelle. C'est plus un récit d'expérience, c'est une affirmation universelle. Quelle que soit la ville, si un orateur quel qu'il soit et un médecin quel qu'il soit se présentent tous les deux pour être élus et médecins, et si c'est l'Assemblée du peuple qui va voter lequel doit être médecin, eh bien ce ne sera pas le véritable médecin, l'homme compétent qui sera choisi par le peuple, ce sera l'orateur, qui pourtant n'est pas médecin. Vous voyez comme c'est grave, et dans votre texte, vous devez montrer que c'est grave. Ce que nous affirme Gorgias, c'est que si dans une élection, on doit choisir un médecin entre un homme véritablement médecin, un homme compétent, et un incompétent, habile dans l'art de la rhétorique, eh bien, le peuple élira non pas l'homme compétent, mais l'homme simplement habile à bien parler. Vous voyez comme c'est grave, parce que c'est une chose de se faire élire médecin, mais imaginez qu'on élise véritablement un non-médecin comme médecin. Qu'est-ce qui va se passer quand il va falloir se faire soigner? Non pas par le véritable médecin qui est compétent, mais par le rhéteur qui n'y connaît rien. Donc je n'en dis pas plus, mais prenez le temps dans votre explication de texte de préciser cela. Donc l'affirmation universelle, c'est que si le peuple doit choisir entre un homme compétent en médecine et un incompétent en médecine, mais habile dans l'art de la rhétorique, si le peuple doit choisir pour élire le médecin, il n'élira pas le véritable médecin, il élira simplement l'orateur qui sait bien parler. Alors donc sachez encore, donc montrez bien que là c'est une induction, c'est plus quelque chose qui s'est véritablement passé, c'est une affirmation universelle, à portée universelle. Montrez bien en quoi cette affirmation est choquante, quels sont ses enjeux, le danger, en effet, si ça se passe, quel est le danger de cela? Voilà, l'Assemblée du peuple, voilà un terme qui doit vous interroger et que vous devez développer. L'Assemblée du peuple, ça fait référence à la démocratie, et donc vous avez des connaissances sur la démocratie grecque du 5e siècle avant Jésus-Christ, sur l'apparition des sophistes dans ce contexte, etc. Donc toutes vos connaissances là, vous pouvez vous en servir pour expliquer le texte. On est dans un contexte de démocratie. Et ce que nous dit en gros Platon, c'est que dans une démocratie, le peuple élira non pas pour le compétent, mais pour l'incompétent, habile dans l'art de bien parler. Développer les conséquences. Je donne le pouvoir, ici, en tant que médecin, mais vous voyez bien que l'enjeu est déjà politique. Si dans une démocratie, ce n'est pas l'homme compétent qui se fait entendre, mais c'est l'orateur qui s'est simplement persuadé, voir la définition, eh bien, il y aura des conséquences très néfastes sur les décisions politiques qui seront prises. Voilà, donc étonnez-vous. Est-ce que vraiment ce que Gorgias nous dit est incontestable? Est-ce que si un orateur et un médecin se présentent dans n'importe quelle ville, devant n'importe quelle assemblée, est-ce que c'est vraiment le beau parleur qui se fera élire comme médecin? Dans certains cas, on peut penser que oui. Face à des personnes qui n'y connaissent rien en médecine, peut-être que la personne qui sait très bien parler, si elle est face à un médecin qui ne sait pas parler, qui bégaye, etc., peut-être qu'en effet, un orateur
pourrait se faire élire. Mais imaginez une assemblée de personnes instruites, de personnes qui s'y connaissent, qui ne sont peut-être pas médecins, mais qui s'y connaissent en médecine. Devant un peuple instruit, est-ce que vraiment le sophiste, l'orateur, le rhéteur se fera aussi facilement élire? Est-ce que c'est aussi facile de manipuler un peuple de personnes instruites qu'un peuple de personnes non instruites? Et à partir de cette interrogation, vous pouvez peut-être vous poser des questions sur la démocratie. À quelles conditions est-ce qu'une démocratie pourrait être un bon régime? Bon, je vous dis tout de suite que pour Platon, la démocratie n'est pas un bon régime, justement parce que le peuple qui n'y connaît rien, qui est ignorant, se laisse manipuler par des sophistes, par des rhéteurs, qui veulent simplement le pouvoir. Mais voilà, peut-être que si dans une démocratie le peuple est instruit, si peut-être que si dans une démocratie le peuple a un esprit critique, peut-être que là véritablement le peuple sera capable de mieux choisir. Bon, notez aussi, là je dis les choses qui sont peut-être pas dans le bon ordre, mais c'est pas grave, faut qu'il vous reste un petit peu de travail à vous aussi. Voyez quand même la différence de situation dans la première partie. Gorgias accompagnait un médecin. Il n'était pas en compétition avec le médecin, il l'accompagnait, c'était un aide, il était au service du médecin. Donc la rhétorique était au service du savoir. Et donc on peut comprendre qu'en effet, la rhétorique peut être utile quand elle se met au service du savoir. On peut comprendre aussi que comme Gorgias, comme il accompagne un médecin, il bénéficie de la légitimité du médecin. Mais là, dans la deuxième partie, c'est pas du tout le cas. Dans la deuxième partie, eh bien, vous avez une compétition. Hein. C'est le rhéteur contre le médecin. L'homme compétent en médecine contre l'homme compétent dans l'art de la rhétorique. Et donc, cette différence fait que l'induction, qui déjà est un procédé qui n'est pas totalement fiable, l'induction ici est d'autant moins légitime, puisqu'on n'a pas du tout le même cas de figure. Troisième partie, eh bien, ça va être la thèse. Il en sort qui va se faire encore par une universalisation encore plus grande. On va voir ça. Il en serait de même en face de tout autre artisan. Bon, là, il y a un petit problème de traduction, de tout autre homme compétent, de tout autre homme de métier. C'est l'orateur qui se ferait choisir plutôt que n'importe quel compétiteur, car il n'est point de sujet sur lequel un homme qui sait la rhétorique puisse parler devant la foule d'une manière plus persuasive que l'homme de métier, quel qu'il soit. Voilà ce qu'est la rhétorique et ce qu'elle peut. Donc voyez, maintenant il ne s'agit plus seulement de médecine, il s'agit de n'importe quelle compétence. Et l'enjeu ici est politique. Face à n'importe quel homme compétent, c'est l'orateur, même s'il n'est absolument pas compétent dans le domaine donné, qui se ferait choisir si on devait voter. Le peuple se laisse aisément persuader par l'orateur qui maîtrise l'art de la rhétorique. Et le peuple, en fin de compte, n'écoute pas les arguments rationnels qu'est capable de faire l'homme compétent. Il est plus facile d'emporter l'adhésion du public par la persuasion que par la raison, que par la conviction. Persuader, c'est beaucoup plus efficace que d'essayer de convaincre. Et donc, si je veux me faire entendre efficacement d'un public, il faut que je possède l'art de la rhétorique enseigné par les sophistes. Et si je n'y connais rien en politique, en justice, en médecine, c'est pas grave. Pour se faire entendre, c'est pas grave si on n'y connaît rien. Il faut simplement avoir cette habileté qu'enseignent les sophistes, cette habileté dans le discours. Voyez sur le cours en quoi consiste cette habileté et vous pouvez le développer. Il n'est point de sujet sur lequel un homme qui sait la rhétorique ne puisse parler devant la foule d'une manière plus persuasive que l'homme de métier. Parce que l'homme de métier, il n'a pas appris à persuader, il n'a pas appris à jouer sur les sentiments, l'affectivité, la sensibilité. L'homme de métier, il connaît son métier. Il serait capable de convaincre, mais il n'est pas bien capable de persuader. Or, ce que nous dit le texte ici, c'est qu'il est plus efficace de toucher l'affectivité, la sensibilité, plutôt que de toucher la raison.
Voilà ce qu'est la rhétorique et ce qu'elle peut. Voilà la thèse de Gorgias. La rhétorique, donc, est très 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 puissante, notamment en démocratie. Elle peut me donner le pouvoir. Et regardez un petit peu ce mot, n'importe quel compétiteur, cette image de la démocratie que nous donne le texte. La démocratie serait une compétition, il s'agit de gagner. Ce ne serait pas un régime où il s'agit de trouver la justice. Non, il s'agit de gagner, comme si la démocratie était un jeu de pouvoir. Ça, c'est peut-être grave que la politique soit simplement un jeu de pouvoir, et non pas le pouvoir mis au service du bien public. Alors prenez le temps de développer peut-être une réflexion sur ce qu'est la politique, ce que devrait être peut-être la politique, peut-être les dangers de la démocratie. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour éviter ces dangers? Est-ce qu'il faut, comme Platon, condamner la démocratie comme étant un régime trop dangereux? Je ne sais pas, développer, aller faire des recherches. Qu'est-ce que prenait Platon comme régime politique? Vous pouvez essayer d'aller voir et essayer de réfléchir. Voilà ce qu'est la rhétorique et ce qu'elle peut. La rhétorique est un outil très puissant pour avoir l'adhésion d'un public. Mais évidemment, à travers cette thèse de Gorgias le sophiste, Platon veut implicitement développer sa propre thèse. Donc il ne la développe pas, mais il nous la signifie. La rhétorique, en effet, est un outil très puissant, mais c'est un outil très dangereux que Platon condamne. La rhétorique mise au service du pouvoir, c'est quelque chose de condamnable, de dangereux, parce que justement, ça permet aux incompétents de prendre le pouvoir, notamment en démocratie. La rhétorique est très dangereuse, et donc la démocratie est un régime qui a des failles énormes, parce qu'en effet, dans la démocratie, c'est les citoyens qui choisissent. Mais si au bout du compte, les citoyens qui choisissent sont des ignorants, qui ne pensent pas par eux-mêmes, et qui se laissent manipuler par des personnes qui veulent simplement le pouvoir, que va devenir la démocratie? Quelles seront les décisions qui vont être prises? Voilà. Bien. Donc, c'est un texte qui est construit par dans un mouvement d'induction, avec un premier moment d'induction, qui est contestable, et un deuxième moment d'induction pour arriver à la thèse dans la troisième partie. Ce texte, donc, vous devez l'expliquer, vous devez faire un travail de définition, vous devez montrer les allusions, vous devez le réfléchir, vous devez montrer qu'il vous fait penser. Voilà, je vous souhaite bon courage.